Bonjour à tous, bonjour chers abonnés, chers amis sur la page Facebook Novartis Sub-Saharan Africa. Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui à travers ce temps d'échange. Nous nous excusons pour le retard accusé dans le début de ce webinaire. Merci d'avoir rejoint ce webinaire à travers cette page et Novartis est fier donc de vous accueillir aujourd'hui et de discuter encore une fois de la drépanocytose, notamment dans ses aspects liés au mythe et à la stigmatisation. Nous comprendrons donc à travers ce webinaire, n'est-ce pas, le devenir du patient drépanocytaire. Merci encore une fois de nous avoir rejoints. Je serai avec le professeur Aldiouma Guindo et Madame Leila Amidou, et je leur laisserai le temps de se présenter. Professeur Guindo, pourrez-vous vous présenter à nos abonnés, à nos amis en ligne, en une ou deux phrases? Merci Jean-Marie, bonjour à tout le monde. Je suis le professeur Guido Aldiouma, agrégé d'hématologie à la faculté de médecine et de pharmacie de Bamako, et je suis directeur général du Centre de recherche de lutte contre la drépanocytose de Bamako. Merci. Merci beaucoup, professeur. Leila Amidou, pourrez-vous vous présenter à nos abonnés? Merci. C'est un plaisir d'être là aujourd'hui. Leila, on ne vous entend pas très bien. Est-ce que vous me recevez? Oui, c'est bon. Là, c'est bon? Voilà. Oui, c'est bon. Donc, je me présente, je m'appelle Leila Amidou, je suis drépanocytaire, je suis nigérienne, je vis au Niger. Donc, j'aimerais d'abord commencer par remercier la compagnie Novartis pour cette opportunité qu'on a aujourd'hui d'échanger parce que c'est un jeu. Afin que nous puissions échanger davantage. Merci Leila, je rappelle que vous êtes nigérienne et que vous donc, intervenez dans ce webinaire en tant que représentante de GASDO, qui est l'Alliance mondiale des organisations de lutte contre la drépanocytose. Et avec vous, nous allons également explorer donc, le point de vue, le vécu du patient drépanocytaire. Merci encore une fois à tous d'être connectés. Et sans plus tarder, nous allons donc débuter notre webinaire par une vidéo synthèse de ce qui a été fait jusque-là, des vidéos précédentes, avant d'en venir donc à notre thème du jour. Merci beaucoup. Welcome to our SWOT series, where we'll be exploring a number of important topics that relate to sickle cell disease in sub-Saharan Africa. Our first topic is S is for sickle cell, and to help us kick off this discussion is Dr. Okinye. Let's delve deep on the main signs and symptoms you see most commonly in your patients where you suspect sickle cell disease. The presentations differ and may depend mainly with age. Early enough, that is around 6 months, they normally present with pain on the hands and on the back, and basically I'll call it painful crisis. And it is normally limited to the hands, which are swollen. And when you notice this, you normally think of, we normally think of other differentials like infections, arthritis. But when you look at basically the eyes, you'll realize that this child has got some level of jaundice. And normally when we do the blood test, that is full hemogram, it confirms that these children have got low HB. So basically anemia, painful crisis, and yellowness of the eyes are the commonest symptoms that we notice. But given that there are also other conditions that present almost similarly, we are very keen on the demographic information of the patients because we know where most of these patients come from. So that is normally very key. So irrespective of other things, demographic information, the clinical signs, especially in our setup, is very, very important so that it prompts us to make early diagnosis of the disease.
So hi, everyone. My name is Dr. Lawrence Osejitu from Ghana, and I'm happy to share with you screening regarding sickle cell disease. Dr. Osejitu, in your experience, why is it important that patients are diagnosed early? It's crucial for us to know which child is born with sickle cell disease, because thank God for research, we know how the disease behaves, and we know what it means to have sickle cell disease if you do not intervene. For example, we have come to know that children with sickle cell disease are prone to dying from infections even before their first birthday. So knowing this fact, once we know that a child has sickle cell disease right from birth, then we institute certain interventions or measures, including penicillin prophylaxis, which are antibiotics that are given to these children so that severe bacterial infections do not come their way and take their lives. And also, I find it is important for policymakers to know and have data about these children and patients and their families with sickle cell disease so that they can plan their programs for them, they can implement policies. And once we are able to institute newborn screening, then we know exactly how many we are dealing with so that policymakers can have good data for their programs and also to answer certain research questions that we need to know. And for the families themselves, once you are able to come together as a group by knowing that your child has sickle cell disease, then you can begin to share information across. And no one is a better advocate than the family or the patient or the parent who has a child with sickle cell disease, teaching each other how they are living life, how they are going through each experience, the experiences of sickle cell disease in life. And for us as clinicians, once we know that a child has sickle cell disease, it prompts us what to do when these children appear or in their adulthood appear to us in our clinics in the acute state or in the chronic state, and we can quickly put in intervention to save their lives. Hello, everyone, and welcome. We will begin by discussing the importance of sustaining a comprehensive sickle cell disease management. Wimba, how has improved medical access to improved medical treatment changed your life as a person living with sickle cell disease? Thank you. My life has actually greatly improved. Like I mentioned earlier, I'm coming from a place where sickle cell was not really talked about, and so the healthcare delivery system was not as prompt as now. But now, because of the availability of new drugs such as hydroxyurea, new therapies such as blood transfusion, blood exchange, antibiotics, I'm living a much more healthy and great life. You know, I'm coming from a life of in and out of hospital. You know, every time people would ask me, "Oh, I'm in hospital," but I haven't had a hospital admission in about 4 to 5 years now. So I'm more healthier. I've put on weight. I'm able to go out more. I'm able to have a social life, and now I have big dreams and big hopes for the future, something I never imagined would ever come into my life. So it has really, really improved my healthcare. And I think the service delivery now is more sustainable and much greater than it used to be. So we look forward to even greater things to come, because if lives can be improved like this at this particular time, now we're looking how will it be 10 years from now, 20 years from now. One of the reasons I became a sickle cell advocate is because there's very little information, little knowledge, especially for those that have no relation to sickle cell. You know, there's always this myth to say people with sickle cell will die by 16, 21, you know, and now I'm a living testimony and a living example of saying, no, it's not like that actually, you know. So the more we have these therapies and the more we have improved delivery systems, the more people believe sickle cell patients can actually live a normal, healthy and long life. Could you highlight the main local barriers to healthcare delivery and how are these being addressed to ensure that sickle cell programs are sustainable? Thank you very much, Dr. Day Adomaku. The main local barriers to healthcare delivery for sickle cell programs and sustainability are threefold, in my opinion. One,
is accessibility to health care for the sickle cell patients. And 2, ability for the sickle cell patients to pay for the care that they are receiving. And 3 is financial accessibility of the sickle cell patients. So these 3 are very important. And if we don't clear them, then they will be the main local barriers to healthcare delivery for sickle cell patients. How do you address this? We have to address this by 1, having health facilities very near to sickle cell patients wherever they are, and also having the people who are working in these health facilities were trained in sickle cell programs. And secondly, also making sure that patients who are coming for healthcare at these facilities also have the requisite financial ability so that they don't have any financial problems when they receive care. To me, these are the main highlights for the main local barriers which prevents these programs for healthcare delivery for sickle cell patients. And I believe that once you solve these problems, the sickle cell disease programs will be sustainable. Arafa, as a person living with sickle cell disease, what myths or misconceptions about sickle cell disease have you experienced? And what can we all do to help people living with sickle cell disease? Many people didn't know how do you inherit this disease, first. And secondly, people thought it's a disease that was witchcrafted. So it's something that they were trying to take you to witchcraft doctors, influence your parents that this is something, if she goes to a witchcraft, she'll be fine. It's just something that she was thrown to, that people didn't understand and still don't understand about it. But also when it came to going to school, many people didn't understand that people living with sickle cell can go to school and they should achieve their goals. Many people would think that a person living with sickle cell is very fragile. They shouldn't do any hard works. They shouldn't do anything. They should just sit and wait for their day to die, because many people believe that people living with sickle cell will die when they reach 18. And if they pass 18, then they'll be cured from this disease. But many people would say that, and I experienced these things, that you cannot get married. You won't, because you're not allowed to have kids. And that is very not true, because I am a mother now. But also when coming to say that I graduated and I want to start work, and there will be that who will give you work, because today you got to work and tomorrow you'll be missing work. And I experienced a lot of this. That's why I was like, I really think I need to be an advocate myself. And what should be done to help people living with sickle cell is awareness, advocating. A lot of awareness. There's nothing more that we can do to help ourselves without being aware of the disease itself first, and that we have the rights to do everything that we wish to do, because we are human beings just like others. We are just special living with the sickle cell disease, and we are warriors. Bienvenue à cet entretien au cours duquel nous aborderons avec nos distingués panélistes le devenir du patient drépanocytaire. Nous commencerons par discuter de l'impact de la stigmatisation entourant la drépanocytose. Leïla, plus tôt dans cette série de vidéos diffusées en direct, nous avons entendu Arafa parler de comment la stigmatisation de la drépanocytose l'a affecté personnellement. En tant que personne vivant avec la drépanocytose, quels mythes et fausses idées sur la drépanocytose avez-vous vécu et comment vous ont-ils affecté? Merci Jean-Marie. Alors, moi, pour ce qui est de mon cas, donc je m'appelle Leïla, donc
Je suis drépanocytaire homozygote SS. J'ai 37 ans cette année, donc je vis avec la drépanocytose depuis que je suis née. J'ai eu des complications dans ma drépanocytose, mais qui a été prise en charge. Pour répondre à la stigmatisation, elle n'est pas... personnellement, moi, je n'ai pas été stigmatisée parce que je suis bien entourée. J'ai une mère médecin, donc tout ce que j'ai eu à surmonter, à supporter, elle était là, en fait, comme elle est du corps médical. Donc, elle a su tout de suite connaître en fait les symptômes. Donc, voilà. Mais autour de moi, j'ai entendu des personnes qui en parlent et qui disent que bon, c'est vraiment difficile de vivre comme ça parce que les gens ne réalisent pas l'impact que la drépanocytose a dans la vie au quotidien. Donc, ils racontent par exemple au travail, par exemple, il y a eu des licenciements, des personnes qui ont été licenciées parce qu'ils s'absentaient beaucoup. Et ça a été difficile parce que, bon, pour justifier, ils étaient tout le temps hospitalisés. Et ce n'est pas tous les organismes aujourd'hui qui le comprennent malheureusement. Et donc, voilà, ce n'est pas facile tout le temps. Ce n'est pas du tout facile tout le temps. Merci Leïla, merci pour cette réponse riche en enseignements. Professeur Guindo, pourquoi y a-t-il une stigmatisation associée à la drépanocytose? Merci bien Jean-Marie. Je suis le professeur Aldjouma Guindo, agrégé de d'hématologie et directeur général adjoint du Centre de recherche de lutte contre la drépanocytose. Pour venir à ta question, pourquoi y a-t-il une stigmatisation associée à la drépanocytose? Je dirais que ce pourquoi se situe à différents niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau communautaire. Autrement dit, ce pourquoi réside à ce niveau par le fait que certaines communautés considèrent la drépanocytose ou un drépanocytaire comme quelqu'un qui a enfreint aux règles édictées par la société. Et donc, l'état drépanocytaire est dans ce cas précis considéré comme une malédiction ou un mauvais sort qui fait que ce monsieur ou cette dame souffre de drépanocytose. Ça, c'est le niveau communautaire. Il y a un autre niveau que j'appellerais le niveau familial. Et dans nos contextes, c'est qu'il n'est pas rare de voir des familles polygames. Et s'il se trouve qu'une des épouses fait des enfants drépanocytaires, l'autre n'en fait pas du fait qu'elle est considérée comme saine. Alors la femme qui en fait et ses enfants sont rejetés par la famille, considérés comme des gens qui sont problématiques. Ça, c'est le niveau de stigmatisation familiale. Et il y a un troisième pourquoi qui peut soit être lié à la communauté, soit à la famille. C'est le fait que le drépanocytaire est considéré comme quelqu'un qui ne vit pas au-delà de 20 ans. Et dans ce cas, il est vu comme étant un mort vivant parmi les autres. Et donc, le regard porté sur lui est bizarre et autre que ce qui est porté sur les autres. Voici, à mon avis, les éléments qui pourront sous-tendre le pourquoi de la stigmatisation de la drépanocytose. Merci, professeur Guindo, pour ces éclaircissements. Alors, professeur, considérant cela, combien de patients évitent de consulter un médecin par crainte de stigmatisation et comment rassurez-vous ces patients-là sur le fait qu'ils ne doivent pas se préoccuper de cette stigmatisation? Très bien. Dieu merci, aujourd'hui, ils ne sont pas nombreux, ils sont moins de 2% des patients. Mais lorsqu'ils sont vus en consultation, nous procédons par une sensibilisation qui est faite en présence au moins des membres de la famille
qui va constituer l'avocat du malade au sein de la famille, voire au sein de la communauté. Et nous leur proposons ce que j'appelle un accompagnement psychologique qui est garanti par un psychologue recruté en la matière. Donc, voici le comment nous assurons ces malades vus dans ces situations de crainte de stigmatisation. Merci beaucoup, professeur. Leïla, dans votre région, la stigmatisation est-elle également une raison courante pour laquelle les personnes atteintes de drépanocytose évitent d'aller à l'hôpital? Non. Les personnes, si vous voulez, ne vont pas, ils ne vont pas à l'hôpital, pardon, parce que c'est par cause de moyens et non par stigmatisation, parce qu'il y a en fait, c'est par cause de moyens ou d'incompréhension. Comme l'a dit tantôt le professeur, il y a des familles qui pensent que c'est dû à la sorcellerie ou aux envoûtements, parce que quand on voit un malade avec les yeux qui deviennent jaunes, donc ils vont se dire, bon, c'est un sort qu'on a lancé à cette personne et tout ça. Et une fois que c'est compris, ils vont quand même à l'hôpital. Ils vont à l'hôpital, mais c'est par... ils essayent d'y aller, pardon, et puis ils cherchent les moyens de soins les plus appropriés. C'est ça. Merci Leïla, merci professeur Guindo d'avoir souligné à quel point le problème de la stigmatisation est répandu en Afrique subsaharienne. Professeur Guindo, quel progrès avez-vous constaté dans votre région pour encourager et soutenir la sensibilisation autour de la drépanocytose? Est-ce que cela a aidé à atténuer la stigmatisation entourant la drépanocytose? Par rapport à la dite question, il faut dire que, de mon point de vue, le progrès, le premier qu'il faut surligner, c'est le fait de la reconnaissance de la drépanocytose comme priorité de santé publique par les organisations internationales de décision en santé, l'OMS, les Nations Unies. Ça, c'est un progrès extraordinaire qui a sorti la maladie de l'ombre. Et de cette reconnaissance a découlé une recommandation à l'endroit des gouvernements des différents pays où la drépanocytose est prévalente. Et cette recommandation a instruit à ces gouvernements la création des centres spécialisés de prise en charge de la drépanocytose. Et donc, c'est dans ce cadre que mon service, par exemple, le CRLD de Bamako, a été créé et ne s'occupe qu'uniquement des drépanocytoses. Et ça, c'est un progrès remarquable qui a permis d'abord de sortir la maladie de l'ombre et d'engager les politiques dans la lutte contre cette pathologie, ce qui a indéniablement impacté la qualité de vie de ces pays. Et le deuxième, je vais dire, progrès que j'ai envie de marteler, c'est également l'organisation des malades et des parents de malades en association de lutte contre la drépanocytose, qui s'est concrétisée par de nombreuses campagnes de sensibilisation, et ceci a permis de mieux comprendre et d'accepter la maladie entre drépanocytaires et entre familles drépanocytaires. Et donc, il y a aussi un élément important qui consiste à enseigner comme leçon modèle au niveau scolaire la drépanocytose. Parce qu'il est important à ce niveau de faire comprendre le mode de transmission de cette maladie et après les rencontrer au niveau du lycée où les jeunes commencent à mûrir le projet de mariage pour que les couples à risque soient minimisés autant que possible. Voici des éléments qui sont d'ordre politique, d'ordre professionnel et d'ordre associatif
qui ont permis d'apporter des progrès extrêmement importants ayant impacté sur la qualité de vie du drépanocytaire en Afrique. Merci, professeur. C'est formidable. C'est vraiment formidable d'apprendre que ces mesures-là ont été prises dans votre région. Leila, est-ce que de votre côté, selon vous, comment pensez-vous que s'insurger contre les mythes et les fausses idées serait bénéfique aux patients drépanocytaires dans votre région? Alors, je vais commencer par, je vais dire, la société africaine n'est pas équipée pour les enjeux, d'accord? Pour la drépanocytose, qui est une maladie chronique. C'est-à-dire que le système scolaire n'a jamais été adapté malgré le grand nombre de personnes qui vivent avec la maladie. Et on ne peut pas sauver on ne peut sauver des vies en prenant la maladie dès la naissance. C'est-à-dire, pour éviter les mythes, les stigmatisations, il faut commencer par le début, c'est-à-dire une sensibilisation. Il faut une sensibilisation autour de nous, une bonne implémentation de la politique, des personnes politiques, de la politique, c'est ça, et des parents drépanocytaires et même des drépanocytaires. Donc, en fait, il faut que tout le monde s'implique. Il faut que tout le monde... c'est une affaire de tout le monde. Hein. Il faut que tout le monde s'implique et il faut communiquer, faire des campagnes de sensibilisation, voir et arriver à une entente commune, c'est-à-dire pour que tout le monde puisse s'entraider, parce que sinon les gens vont appréhender et ils ne viendront pas, par exemple, dans les centres de soins, les hôpitaux ou le centre de référence. Donc, il faut instaurer un climat de confiance pour que les personnes ne puissent pas reculer devant ça. Ils vont se dire, ah, on a une communauté qui est là, qui nous supporte, qui a besoin de... Enfin, pas qui a besoin, mais une communauté qui est là, qui va nous encadrer, qui va nous aider. Donc, je pense qu'il faut commencer par là. Et après cela, les choses vont se faire étape par étape, quoi. Donc là, déjà, si on arrive à mettre ça en place, ce qui n'est pas forcément le cas dans toutes les régions en Afrique, mais certaines régions sont plus avantageuses que d'autres. Donc, pour ma part, il faudrait qu'il y ait beaucoup de communication, beaucoup de sensibilisation, qu'il y ait au moins des dépistages à la naissance et accompagner les parents et les drépanocytaires, parce que c'est un combat qu'il faut mener, c'est un combat de longue haleine qu'il faut mener tout le temps, quoi. C'est à vie. En tant que patiente, enfin, en tant que drépanocytaire, ce que je peux partager, ce que j'ai vécu, déjà, depuis que je suis petite, je faisais des crises et au fur et à mesure, d'accord, que je grandissais, je faisais toujours des crises. Mais maintenant, à l'adolescence, j'ai eu des complications. En ayant des complications, donc comme je le disais tantôt, ma mère est dans le corps médical. Donc, j'ai eu la chance d'avoir une maman qui est à côté. Donc, ça, déjà, c'est une chance pour moi en tant que drépanocytaire SS. Et donc, on a diagnostiqué que j'avais des complications. Alors, ces complications étaient multiples et il fallait les gérer au fil du temps. Donc, ce qui se passe, c'est que j'ai eu un break dans ma vie. Donc, tout ce qui est éducation, je ne partais plus à l'école.
Donc, j'étais hospitalisée pendant de longs moments. J'ai eu peut-être 3 mois d'hospitalisation parce que j'ai été opérée des hanches. Donc, j'ai eu 2 prothèses de hanches. J'avais à peine 20 ans, hein. J'étais toute jeune et j'ai bénéficié de ces prothèses. Et juste après ça, donc, je suis rentrée dans un centre de rééducation où il fallait que je réapprenne à marcher et à vivre avec des corps étrangers en moi. Donc, cela n'a pas été facile, bien sûr, parce qu'il fallait réorganiser tout ce qu'il y a autour de moi. Donc, j'étais bien entourée de ma famille, de mes frères et sœurs et tout. Donc, il m'a apporté beaucoup de soutien. Et le moral est très important dans des situations similaires. Parce que quand on n'a pas de soutien, quand on n'a pas de personnes qui nous accompagnent, c'est le moral qui plombe. Parce qu'entre les opérations, j'ai eu des crises et ces crises m'ont ramené en réanimation. On était obligé de me réanimer parce que j'avais une crise sévère, une embolie pulmonaire. Donc, il fallait gérer et la crise et le post-opératoire. Enfin, c'était vraiment une très, très grosse période pour moi qui m'a beaucoup marquée, et je ne peux pas l'oublier parce que c'est vrai que ça remonte déjà à quelques années, mais c'est toujours ancré là. Il y a toujours des moments, des petits flashbacks qui reviennent, vous voyez, parce que ça marque, c'est un passage de notre vie qui est marqué. Donc, voilà. Maintenant, bon, j'ai surmonté ça parce que, bon, au fil du temps, j'ai appris à vivre. Il fallait tout reprendre parce qu'il fallait retourner en cours. Il fallait réadapter comment on appelle ça, ma vie, mon rythme de vie. Il fallait tout reprendre. Donc, il fallait m'accompagner psychologiquement parce que le soutien psychologique aussi avait joué. Donc, après, bon, ça allait de mieux en mieux et voilà. Voilà l'expérience que j'ai vécue en tout cas. Ça a été très, très touchant. Merci Léla. Ouais, vraiment très touchant, très inspirant. Mais sur la base de ce parcours-là, est-ce qu'aujourd'hui vous entrevoyez l'avenir? Qu'est-ce que vous pensez de l'avenir en vivant avec la drépanocytose sur la base de ce parcours-là? Alors, l'avenir, comment je la vois? Je suis confiante par rapport à ça. Je suis confiante et je sais que les choses vont changer et elles changeront parce que des jeunes maintenant s'impliquent de plus en plus à la drépanocytose parce que ce n'est plus un tabou, hein, ce n'est plus un tabou. On l'accepte, on sait qu'on n'est pas comme tout le monde, hein, mais on le sera avec tout ce qu'il y a comme traitement, comme la thérapie génique, comme les traitements de fond. Donc, je me dis que, par exemple, dans 5 ans, ça ne sera pas comme maintenant. Parce que là, déjà, nous avons des possibilités d'échanger avec les professionnels de santé qui sont là, qui nous accompagnent tous les jours, qui veillent sur nous, qui ont un agenda, qui nous proposent des rendez-vous, donc qui veillent justement à notre santé et ils sont très assidus pour le suivi. Donc, déjà, quand on bénéficie de ça, c'est une chose qui est très bien. Ça nous permet, ça prévient les crises, ça diminue les crises. Donc, le fait de prendre conscience d'aller tout le temps à l'hôpital, que ce n'est pas une obligation, mais c'est plutôt une chance. C'est une chance qu'on nous donne de vivre mieux et d'être entouré de du personnel médical qui se bat tous les matins, qui font des recherches, hein, qui sont connectés avec d'autres personnes du monde entier, qui échangent, qui partagent leur expérience. Donc, avec tout ceci, l'avenir est très prometteur. C'est tout ce que je peux dire. C'est vraiment une chance et ça va marcher et il y aura moins en moins de
de complications, de gravis, vous voyez ce que je veux dire, d'aspects graves dans la drépanocytose. Ça pourra se prendre en charge automatiquement. Voilà. Merci Léla de partager avec nous une si inspirante histoire, très touchante, et d'ailleurs je pense qu'elle fera du bien et qu'elle permettra également à tous ceux qui nous suivent de pouvoir mieux comprendre, mais aussi de pouvoir également nourrir cette lueur d'espoir-là. Merci beaucoup. Professeur Guindo, dans votre pratique courante, est-ce que vous avez constaté ou remarqué une amélioration au fil du temps dans la façon dont les patients vivant avec la drépanocytose gèrent leur fardeau au quotidien? Absolument, absolument. Je vais commencer par dire que la drépanocytose est une maladie chronique. Et dans les maladies chroniques, le suivi régulier est une partie importante de la stratégie de prise en charge. Et aujourd'hui, on commence à comprendre que au fil du temps, les patients sont de plus en plus assidus au suivi, au rendez-vous. Ils posent plus de questions, ils acceptent mieux leur maladie après qu'ils aient reçu des explications des professionnels. Et donc, ils sont impliqués, partie prenante de leur propre prise en charge. Et je pense que ceci est extrêmement important et ça a permis de renforcer le rapport soignant-soigné qui est un rapport adéquat et utile pour une réussite en matière de prise en charge des pathologies chroniques. Parce que dans ce cas précis, il ne faudrait pas qu'il y ait des types de rapports entre soignants-soignés qui enfreignent à la réussite de la prise en charge. Et aujourd'hui, on constate que le drépanocytaire et son soignant ont de très bons rapports et des rapports qui favorisent non seulement la facilité au praticien dans son exercice, mais aussi dans la mise en confiance du malade et dans l'acceptation de sa maladie. Et donc ça, c'est aujourd'hui remarquable et nous continuons à aller dans ce sens. Et comme a dit Léla, nous espérons que les choses iront de mieux en mieux avec l'implication d'autres acteurs. Et je suis personnellement très optimiste. Merci, professeur. Merci d'avoir partagé avec nous à la fois cette bonne nouvelle, mais aussi cette lueur d'espoir. Alors, Léla, quel réseau de soutien, parce que tout à l'heure, vous avez fait allusion, vous avez insisté sur l'éducation du public, l'éducation des parents, l'éducation des familles, ce qui a été également vraiment mis en relief par les interventions du professeur Guindo. Alors aujourd'hui, Léla, quel réseau de soutien recommandez-vous aux patients drépanocytaires et à leurs soignants qui ont besoin de plus d'aide pour relever les défis de la drépanocytose? Alors, quel réseau? C'est-à-dire déjà, on a une chance que maintenant nous sommes au 21e siècle avec Internet. Il n'y a plus de frontières pour les informations. L'information circule facilement et plus rapidement. Donc, les webinaires, déjà, comme ce qu'on fait là, d'éducation et de discussion avec les patients, sont aussi des moyens de communication, de sensibilisation. Et il y a au moins 5 ans, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Donc, avec ça, je pense qu'il faut que les gens s'y mettent. Et puis, la communication, par exemple, dans les villes un peu plus reculées, si la connexion n'est pas accessible, comme ça peut être fait à la télé, à la radio, et le maximum de partage, les médecins, surtout les médecins, et nous-mêmes en tant que drépanocytaires, nous sommes des ambassadeurs. Nous devons véhiculer ce message, c'est-à-dire il faut qu'on crée vous voyez par exemple les centres, ça doit être des points de rencontre
avec déjà, c'est exactement ça. Il y a le personnel médical, il y a les drépanocytaires, ça peut être aussi, les médias aussi peuvent être là et en même temps, créer ces personnes-là, toutes ces personnes qui sont là, peuvent, en communiquant, en faisant, en partageant, c'est-à-dire le drépanocytaire, en partageant et en la presse aussi, en voyant ce qui se passe réellement, ils peuvent transporter le message. Donc, ça fait déjà plusieurs informations à véhiculer. Voilà, plusieurs manières d'utiliser, en fait, d'être porteur du message. Voilà. Donc, je voudrais rajouter qu'il faudrait dire que dans le futur, avec plus de... On doit garder l'espoir qu'il y ait plus d'opportunités, plus d'ouverture pour nous en Afrique, parce que, bon, on a besoin de soutien entre nous-mêmes. On doit s'auto-créer. C'est pour ça qu'on a insisté pour l'implémentation de tout un chacun. Il faut vraiment que les gens soient soudés, parce que si on ne l'est pas, ça peut être difficile. Or, quand c'est une affaire où tout le monde est ensemble, les politiques, les médecins, les drépanocytaires, enfin tout le monde, ça va marcher. Il y aura moins de... Bon, je dis pas que la drépanocytose ne va plus exister, elle sera là, mais il y aura moins de complications et la prise en charge sera plus facile et moins compliquée. C'est-à-dire que les gens vont communiquer et s'il y a des apports personnels, ça va être mieux pris en charge et mieux compris et mieux accepté. Bien. Merci beaucoup Laïla de partager avec nous ces réflexions très, très profondes et également qui permettront à coup sûr de redonner un lieu d'espoir aux drépanocytaires, à leurs familles, mais également à la société dans laquelle nous vivons parce que nous sommes au final tous impactés d'une façon ou d'une autre. Professeur Guindo, est-ce que vous avez un dernier mot à partager avec nous? Oui, en tant que professionnel dédié à la lutte contre la drépanocytose, je voudrais dire simplement que la drépanocytose, certes, est une maladie, mais pas une fatalité. Aujourd'hui, sur différents aspects, des progrès ont été réalisés et j'ose espérer que nous continuerons dans le progrès de façon à procurer aux drépanocytaires un confort de vie et une expérience de vie comparable à celle des personnes non drépanocytaires. Cela est possible lorsque les efforts sont fédérés, lorsqu'il y a une volonté politique affichée, affirmée, et je pense que nous arriverons et dire aux drépanocytaires que l'espoir et que les beaux jours sont à venir avec l'implication d'un certain nombre d'acteurs comme Novartis. Merci. Merci, professeur Guindo. Merci, Leila, d'avoir partagé avec nous ces informations qui seront très utiles à tous ceux qui nous regardent. Nous sommes au terme de notre discussion avec les panélistes et un grand merci à vous pour toutes ces réponses, tous ces éclaircissements. Et nous allons maintenant passer à la session de questions-réponses en direct du live stream d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à tous. J'espère que vous avez pris du plaisir à suivre cet entretien, à comprendre les enjeux liés aux patients drépanocytaires dans son devenir, liés à la maladie, à la perception de la maladie par le patient, par la communauté, mais également à comprendre les différentes actions que nous suggérons que nous devrions tous nous engager, n'est-ce pas, à prendre ou à accompagner pour améliorer le devenir du patient drépanocytaire. Nous passerons actuellement donc à la session des questions-réponses. Nous vous prions de bien vouloir poser vos questions dans le chat du direct et nous nous chargerons donc de
de les poser à nos différents panélistes, au professeur Guindo et à Leila. Alors, professeur, en attendant, dites-nous pourquoi le diagnostic précoce serait-il important pour les patients, par exemple, à travers le diagnostic néonatal, et comment cela pourrait-il améliorer, n'est-ce pas, le devenir du patient drépanocytaire? Très bien, merci Jean-Marie pour la question. Et pour répondre à celle-ci, il faudrait dire que la drépanocytose est une maladie génétique, la maladie génétique la plus fréquente dans le monde. Et cette maladie est émaillée de complications à risque vital. Et actuellement, les mesures curatives disponibles reposent sur la greffe de moelle ou la thérapie génique, qui sont non seulement inaccessibles à beaucoup de patients, mais aussi qui sont associés à des risques potentiels. Et de ce fait, la drépanocytose de nos jours peut être considérée comme une maladie incurable, mais qui se soigne bien. Une maladie qui ne guérit pas, mais qui se soigne très bien. Alors, pour des situations de ce genre, la meilleure alternative de lutte contre la maladie, c'est la détection précoce. Et cette détection précoce, dans le cas spécifique de la drépanocytose, s'appelle le dépistage précoce de la maladie. Il ne peut pas y avoir plus précoce qu'à la naissance, d'où le dépistage néonatal. Et donc, ce dépistage néonatal va, dans un premier temps, permettre d'identifier très tôt les malades afin de mettre en place une stratégie de prévention des complications qui sont les causes des décès des drépanocytaires. Et donc, lorsqu'on arrive à mettre les stratégies de prévention des complications drépanocytaires, forcément, on va réduire la morbimortalité associée à cette maladie et en conséquence, conférer un confort de vie aux malades et une expérience de vie très, très appréciée. Et je m'en veux pour illustrer l'intérêt ou l'importance du dépistage précoce de la maladie par le fait que dans les années 70, aux États-Unis, l'expérience de vie du drépanocytaire était inférieure à 10 ans. Mais du fait de l'engagement politique à travers l'intervention du président américain d'antan, j'ai nommé le président Nixon, qui s'adressait au Congrès américain, il disait cela. Il est triste et honteux que les causes de cette maladie aient été largement négligées dans notre histoire. Nous ne pouvons pas réécrire ces dossiers mal tenus, mais nous pouvons faire quelque chose. Et pour ce faire, il a décidé que l'administration américaine va augmenter le budget pour la recherche et le traitement de la drépanocytose. Donc, l'engagement politique s'est concrétisé par la mise en place des programmes de dépistage. Et ceci a fait que dans les années 2010, l'expérience de vie du drépanocytaire est passée au-delà de 45 ans aux États-Unis. Donc, pour dire que le dépistage précoce, voire néonatal de la maladie, est un outil indispensable, une stratégie extrêmement utile en matière de lutte contre la drépanocytose. Merci beaucoup, professeur. Et une question d'ailleurs allait dans ce sens-là. Un de nos participants voudrait savoir, donc, est-ce qu'il était exact que le drépanocytaire ne pouvait vivre au-delà de 25 ans? Vous venez de donner peut-être l'expérience américaine, mais si l'on rapporte peut-être cette question au contexte africain, sûrement il voudrait savoir, est-ce qu'il est exact aujourd'hui qu'un drépanocytaire ne pourrait pas vivre au-delà de 25 ans? C'est une théorie qu'il faut savoir bien expliquer. En fait, pour les maladies chroniques, en particulier la drépanocytose, qui est émaillée de complications parfois à risque vital, sans programme de suivi régulier, c'est compliqué. Et donc,
Aujourd'hui, on a la chance que du personnel qualifié soit disponible, que des structures spécialisées soient disponibles, qu'il y ait une organisation des familles drépanocytaires. Et ce cocktail a fait qu'aujourd'hui, on ne peut plus dire que le drépanocytaire ne vit pas au-delà de 18 ans ou de 25 ans. Et moi, par exemple, dans ma structure, j'ai un drépanocytaire de plus de 70 ans. Donc, la théorie qui consiste à dire que le drépanocytaire ne vit pas au-delà de 25 ans n'est pas d'actualité aujourd'hui. Merci, professeur. Leïla, est-ce que vous pouvez nous dire un peu, vous pouvez nous parler des initiatives de l'Alliance GASDO visant à améliorer le devenir du patient drépanocytaire et dont les gens qui nous suivent peuvent tirer un avantage? Merci, Jean-Marie. Alors, GASDO a une initiative. Donc, l'une d'entre elles, c'est déjà pour rejoindre un peu ce que le professeur a dit. Par rapport au dépistage néonatal, qui est actuellement en programme, donc ils sont en train de mettre cela en place. Et éventuellement, parce que aussi, c'est d'amplifier les voix dans le monde. C'est pour sensibiliser, faciliter les soins. Ça donne un accès plus simple et rapide aux soins. Donc, ça sensibilise. C'est une porte aussi d'ouverture pour les autorités qui sont pour faciliter l'accès, en fait, pour leur donner éventuellement des solutions pour améliorer la condition en fait, de vie des bénéficiaires, prendre les mesures nécessaires. Très bien. Merci beaucoup, Leïla. Alors, peut-être je vais revenir un peu sur la question passée. Dites-moi, parce que cette crainte-là, hein, cette crainte, elle est toujours là, vivace, de ne pas, ou de se dire que le patient drépanocytaire a une certaine limite d'âge. Vous êtes une personne vivant avec la drépanocytose. Dites-nous un peu, donnez-nous votre témoignage par rapport à ça, à votre âge peut-être. Est-ce que vous confirmez la théorie ou, je vais dire, vous confirmez la réponse du professeur qui affirmait que cette théorie-là, elle n'est plus d'actualité? Vous pouvez vous approcher un peu de votre micro, peut-être, pour qu'on vous entende mieux. Tout à fait. Est-ce que vous me recevez? Maintenant, ça va? Oui, c'est mieux. Tout à fait, je rejoins ce que le professeur dit. Donc, non, en fait, la drépanocytose, quand elle est bien prise en charge, on peut avoir la qualité de vie est bien. D'accord? Il faut être discipliné, faire beaucoup de choses, c'est-à-dire aller dans les soins, aller dans les centres de soins, à l'hôpital, avoir un suivi rigoureux. C'est-à-dire qu'il faut avoir un suivi, être là à chaque fois et puis prendre ses médicaments, avoir une hygiène de vie qui est stricte, qu'il faut respecter. Voilà, en gros, c'est surtout ça. Et avec ça, on peut avoir une vie. Je suis l'exemple présent actuellement. Je pense que c'est juste avoir une bonne hygiène de vie, prendre ses médicaments, s'hydrater, faire des formations, se sensibiliser les gens autour de soi parce que c'est important. Et quand on vit avec des personnes, il faut les amener à connaître la maladie et à leur expliquer ce qu'il faut faire en cas de crise. C'est-à-dire, il faut tout planifier, il faut leur expliquer. Voilà, en cas de crise, voilà comment il faut faire. Donc, il faut les sensibiliser, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, que ce soit avec un conjoint, en tout cas autour de nous. Tout ce qu'il y a comme élément, il faut le dire, il faut pas se fatiguer. Chaque fois qu'il y a des nouvelles, mesures, il ne faut pas hésiter à le partager.
C'est-à-dire qu'il faut toujours être à l'écoute. Il faut que les gens restent à l'écoute et il faut qu'ils soient autour de nous et qu'ils comprennent en fait ce que c'est. Très bien, très bien. Et là, je comprends que vous mettez de l'accent sur la bonne hygiène de vie, suivre régulièrement son traitement, respecter les rendez-vous, etc., n'est-ce pas, pour pouvoir donc vivre mieux avec la maladie. Alors, professeur, nous avons une autre question. Elle est relative en fait au fait de pouvoir intégrer les tests d'email de façon systématique dans pour détecter tôt la drépanocytose. Je pense que la question fait un peu allusion au diagnostic néonatal. Professeur, qu'est-ce que vous en pensez? Vous pourrez ouvrir votre micro, professeur? Oui, et je disais que la question, je ne sais pas de quelle catégorie de personnes elle provient. Toutefois, en ma qualité d'hématologue, le test de Mel ne peut pas être utilisé pour le diagnostic prénatal. C'est écrit prénatal. Le prénatal, c'est avant la naissance. Autrement dit, avant que l'enfant ne naisse, on a cette possibilité de savoir si l'enfant qui va naître sera drépanocytaire ou pas. Ça ne peut pas se faire avec le test de Mel, mais ça se fait avec des techniques de biologie moléculaire qui consistent à faire des prélèvements du liquide amniotique ou de la cariosynthèse, un prélèvement qui doit être fait de façon très délicate parce que peut être associé à des risques d'interruption de la grossesse. Donc, le test de Mel ne peut pas être utilisé pour le diagnostic prénatal. Toutefois, le test de Mel n'est pas un test de confirmation de la drépanocytose. Le test de Mel, c'est un test qui permet de révéler la présence d'un gène S. Autrement dit, si un sujet AS, le test de Mel est positif, bien que le sujet AS ne soit pas un drépanocytaire. Si j'ai un sujet SS, le test de Mel est positif, mais dans ce cas précis, il s'agit de la drépanocytose. Ce qu'on peut faire, c'est que le test de Mel peut être systématiquement prescrit à toutes les femmes enceintes. Là aussi, ça ne règle pas le problème. Parce que l'enfant, c'est le produit d'un conjoint et d'une épouse. Et si l'on ne connaît pas le statut du conjoint, on sait le test de Mel de la femme qui est positive, on ne sait rien du conjoint, voilà, on n'a rien fait. Parce que s'il se trouve que le test de Mel est négatif chez une dame, si cette dame, elle est C, le test de Mel va être négatif. Et si le conjoint est AS, il y a une forte probabilité de faire un enfant SC qui est drépanocytaire. Et donc, dire qu'une femme chez qui le test de Mel est négatif, on est OK, on baisse les bras, ce n'est pas une stratégie. Donc, le test de Mel doit être utilisé de façon très rationnelle parce que ce n'est pas un test de confirmation. Merci, professeur. Alors, Leila, nous avons une question également pour vous. Alors, c'est de savoir aujourd'hui quel est votre ressenti sur l'efficacité des traitements disponibles sur la qualité de vie du patient. Merci, Jean-Marie. L'efficacité des traitements. Les traitements sont bien parce qu'ils améliorent la qualité de vie. Grâce aux traitements, on prend, au début, nous avons des questionnaires, c'est normal, mais après, les traitements qu'on perçoit, ils sont avantageux, ils nous aident beaucoup. C'est-à-dire que quand on ne prend pas de traitement, on a plus souvent des crises, on est souvent hospitalisé. Et donc, quand on est hospitalisé, on a notre vie qui va au ralenti, qui fait que bon, on peut plus vaquer à nos occupations, on ne peut plus travailler, on ne peut plus faire des recherches, etc.
Mais quand on prend un traitement, ça améliore la qualité de vie. On arrive, je ne dis pas qu'on ne fait pas de crise, hein. On en fait, mais elles sont très loin. C'est-à-dire qu'avec l'hygiène de vie, avec les traitements, on arrive à faire beaucoup de choses. On peut aller dans le social, on arrive à s'occuper quand on prend bien. Merci Leila. Donc, nous comprenons à travers votre réponse que les traitements, lorsqu'ils sont bien pris, améliorent fortement la qualité de vie du patient, n'est-ce pas, en espaçant les crises, en tout cas en les rendant beaucoup moins fréquentes, n'est-ce pas, et en améliorant la qualité de vie du patient. Une dernière question, professeur. Nous en avons, je pense que le débat suscite beaucoup d'intérêt, mais nous prenons une dernière question. Quels sont les éléments aujourd'hui, les éléments disponibles pour professeur pour le diagnostic de la drépanocytose dans nos pays? Très bien. Aujourd'hui, il faut dire qu'il y a d'énormes progrès en matière de diagnostic de cette pathologie. Les progrès peuvent se résumer à la mise à disposition des techniciens de laboratoire très hautement spécialisés dans le domaine du diagnostic, à la disponibilité des équipements sophistiqués, performants, permettant de porter le diagnostic. Mais la révolution, dans ces derniers temps, porte sur la mise à disposition des tests de diagnostic rapide. Et je pense que dans le contexte subsaharien, caractérisé par la faiblesse des ressources financières, une des stratégies, c'est de développer des tests de diagnostic rapide accessibles à tout le monde. Pour des raisons comme quoi il n'y a pas de besoin d'électricité, il n'y a pas de besoin de personnel hautement qualifié et il n'y a pas d'équipement d'appareillage. Donc, un outil simple qu'on peut transporter en poche. Et donc, dans les coins les plus reculés, on a cette possibilité de porter le diagnostic de la drépanocytose. Ça, c'est une révolution. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a 2 tests que je ne vais pas nommer, qui sont en développement, qui ont été testés, qui ont montré une fiabilité acceptable en matière de diagnostic de la drépanocytose. Et donc, en ces termes, on peut dire que des révolutions, des progrès ont été réalisés en matière de dépistage de la drépanocytose, tant au niveau des adultes qu'au niveau des nouveau-nés. Donc, aujourd'hui, on a la chance d'être capable, en un temps record, de déterminer le statut hémoglobinique de tout un chacun et enfin de pouvoir identifier les drépanocytaires et de les mettre dans un programme de suivi régulier le très tôt vite possible. Merci beaucoup, professeur. Merci, professeur Guindo. Merci, Leila, pour ces temps d'échange extrêmement riches qui, nous l'espérons, apportera davantage de lumière sur la drépanocytose. On le sait aujourd'hui, c'est encore une maladie de l'ombre, c'est encore une maladie taboue qui est sujette à beaucoup de mythes, considérée à tort parfois comme la conséquence de mauvais sorts, la conséquence de la sorcellerie, et donc tous ces éléments-là qui entourent les tabous et dont les patients, n'est-ce pas, subissent les risques et les conséquences. Merci beaucoup encore une fois, professeur. Merci Leila. Merci à nos abonnés. Merci à tous ceux qui nous ont suivis en direct sur la page Facebook de Novartis Sub-Saharan Africa, un peu partout sur le continent et dans le monde. Nous vous remercions infiniment et nous espérons, par ce temps d'échange, avoir apporté également notre contribution à une meilleure compréhension de la vie du patient drépanocytaire, de la perception de la maladie par le patient, par la communauté, mais aussi de la résilience dont font preuve les patients drépanocytaires. Et ensemble, joignons nos mains, relevons nos manches et ensemble, allons-y de façon plus vivace et vigoureuse dans la lutte contre la drépanocytose. Merci à tous et à très bientôt pour de nouvelles séances de sensibilisation. Merci et à bientôt. Merci.